On donne 100 000 € à une dizaine de jeunes chaque année, ils ont entre 17 et 27 ans. Et j'ai découvert du coup le monde des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas être journaliste et que je voulais être entrepreneur. Et ça doit être ça ta quête, résoudre ce problème contre l'argent. Bonjour Maxime. Enchanté. Merci en tout cas de prendre le temps d'échanger avec nous. Plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement? Donc je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 29 ans. Ça fait 5 ans que j'ai créé cette société qui s'appelle The Quest. On est un programme d'accompagnement pour jeunes entrepreneurs, builders, qui veulent monter des startups, donc des produits tech, logiciels SaaS, agents IA, applications mobiles, consumer, ce genre de choses. Et ce programme, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend du financement. On donne 100 000 € à une dizaine de jeunes chaque année. Ils ont entre 17 et 27 ans. On les envoie à San Francisco pour qu'ils puissent respirer l'ADN, l'atmosphère de la vallée. C'est une communauté, donc on part en voyage tous les 3 mois ensemble. On fait des sortes de séminaires dans des châteaux ou dans des Airbnb pour pouvoir travailler très intensément sur des formats d'une semaine. Il y a un QG ici, là où on est, donc c'est un peu... il y en a qui travaillent ici parfois, on a nos équipes internes qui travaillent ici. On peut faire des soirées, on peut faire des cocktails, on peut faire des rendez-vous investisseurs. Et on a une équipe spécialisée qui va les conseiller au quotidien, les orienter, les aider. On a un designer, on a un gros hacker, après on a des stratèges, etc. Moi, personnellement, j'ai arrêté mes études à 20 ans. J'ai planté une première boîte. J'ai réussi à revendre la deuxième. Et pourquoi j'ai monté The Quest? Parce que je me suis dit qu'il fallait créer la structure 100% pensée et designée pour les entrepreneurs qui drop out, qui ont 20 ans et qui ont de l'ambition. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ces startups? Moi, à la base, je voulais être journaliste. Donc, je me suis mis sur Twitter. J'avais un compte anonyme Twitter. Et en fait, en étant sur Twitter, pour suivre des journalistes, j'ai fini par suivre des journalistes tech, TechCrunch, French Web, etc. Et j'ai découvert du coup le monde des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas être journaliste et que je voulais être entrepreneur. Et que j'aimais bien créer des choses. Et donc, je me suis dit, bah allez, let's go, on commence par des petits projets. Ça ressemblait à rien au démarrage. Et un jour, je me suis dit que j'avais moi aussi envie de monter ma startup. Et donc, je me suis lancé. Ça a été un four total. On a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça a été des bons apprentissages. On l'a mis au tapis en 11 mois, la première boîte. Et la deuxième, ça a duré 2 ans. Là, c'était beaucoup plus pragmatique. On avait du chiffre d'affaires. Et on a réussi à la revendre, in fine. Je pense que les entrepreneurs ne peuvent pas expliquer un peu la flamme qu'ils ont. C'est une flamme de builder, de constructeur. Tu te réveilles le matin pour construire des choses. C'est clair. Et donc, tu as dit que ça t'a appris beaucoup de choses, cette première startup et même la deuxième. Et en fait, qu'est-ce que tu as vraiment appris en fait, de l'échec de la première startup? La première, je pense qu'on a fait 3 erreurs structurelles. La première, c'est que on voulait créer une sorte de compétiteur de LinkedIn, qui à l'époque n'était pas le LinkedIn d'aujourd'hui. À l'époque, c'était juste une banque de CV. Il n'y avait pas de feed, ce n'est pas un réseau social. Et nous, on voulait le faire, mais pour concurrencer les étudiants et jeunes diplômés. Et quand tu fais ça, un de tes facteurs clés de succès, c'est d'avoir dans l'équipe un CTO, un profil tech. Sinon, tu ne peux pas itérer assez vite pour améliorer ton produit, etc. Et nous, on a tout fait à l'envers parce que dans l'équipe, on était plutôt 4 marketeurs commerciaux, profil en tout cas commerce. Et donc, sans profil tech, pour faire une startup tech, c'est très compliqué. Deuxième chose, on n'avait pas de clients. La troisième, c'est que on n'avait pas compris ce qu'était un canal d'acquisition. Et donc, nous, on cherchait des articles dans la presse. Comme ça rassurait nos parents, nos amis, etc. Sauf que la presse, ce n'est pas un canal d'acquisition, on ne le sait pas forcément. C'est un canal de brand awareness. Ça permet de te faire connaître, mais ça ne permet pas de trouver des clients de façon répétable, avec de la visibilité et scalable. Nous, on n'avait pas de revenus, pas d'utilisateurs. C'est compliqué de continuer quand tu fais quelque chose qui n'intéresse personne. Et en fait, je n'avais pas compris un concept fondamental à l'époque. C'est ce que les Américains appellent build something people want. Construis quelque chose que les gens ont vraiment envie. C'est la rencontre entre l'offre et le marché. C'est un concept un peu trivial en économie, mais je pense qu'il faut le répéter aux entrepreneurs. Et ça doit être ça ta quête, résoudre ce problème contre l'argent. Voilà. Et la quête d'où The Quest. D'où la quête, The Quest, exactement. Notamment Et, pour ça, ouais. et transition du coup, avec The Quest, comment l'idée vous est venue? J'ai démarré tout seul la première année. Je voulais juste faire ce que j'ai appelé une cour de récré entrepreneuriale. J'avais pas mal, justement, j'identifiais assez facilement des problèmes à résoudre sur le marché. Pour chacune, il y avait moyen de monter une solution tech pour résoudre. J'arrivais à en trouver 3-4 qui m'excitaient chaque année. Et pour chacune, je me suis dit,
y a plein de jeunes entrepreneurs qui gravitent autour de moi et qui n'ont pas forcément d'idées ou qui disent qu'ils ont des problèmes avec ça. Moi, j'ai pas de problème à trouver des idées parce que j'identifie rapidement les problèmes, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais proposer à ces gens-là de devenir les CEO de chacun de ces projets. J'avais travaillé dans un incubateur très connu qui s'appelait The Family. Et les entrepreneurs que j'avais préférés là-bas, c'était les bootstrappers, ceux qui étaient autofinancés. Pas ceux qui voulaient directement lever des fonds. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, lever des fonds au démarrage. Non, il faut trouver des clients. Et donc, moi, je voulais le faire en mode bootstrap. On a fait ça la première année. On a créé 3 startups et on les poussait à être autofinancés le plus longtemps possible pour que le jour où s'ils veulent lever, ils y aillent avec des chiffres impressionnants et que les investisseurs soient comme ça. Ah ouais, ok, vous avez ces résultats-là. Et ça nous a plutôt bien réussi. Et l'année d'après, j'ai compris qu'il me fallait une équipe. Donc, j'ai appelé 4 copains, Adam, Panam, Julien et Robin, qui m'ont rejoint, chacun avec leur spécialité. Et on a commencé à construire l'équipe comme ça. Quels sont les critères de choix pour les investisseurs, enfin pour les entrepreneurs que vous voulez prendre? Alors, au début, c'était une cour de récré entrepreneuriale bootstrap. L'année numéro 3, il s'avère qu'on a réalisé que les entrepreneurs avec qui on travaillait, qui avaient la meilleure performance et ceux avec qui on prenait nous le plus de plaisir et qui étaient mal desservis sur le marché, c'était les 17-27 ans, plutôt profil avec une relation conflictuelle à l'éducation à l'école, et donc ce qu'on appelle les drop-out. À ce moment-là, on s'est dit qu'on s'était peut-être trompé sur notre thèse et qu'on n'était pas bootstrap, parce qu'on avait justement 2 sociétés qui étaient en passe de lever des fonds, et on voulait pas être dogmatique. Dans leur cas, c'était des bons outils. On s'est dit qu'on s'était peut-être trompé et que notre thèse n'était pas le bootstrapping, c'était en fait les drop-out, les jeunes qui n'avaient pas de bonne structure. Les écoles de commerce les conseillaient mal, les incubateurs, moi je les connaissais tous, et en France, ils sont éclatés au sol. Les fonds d'investissement n'ont pas vraiment la capacité à bien conseiller sur du go-to-market et une phase de product market fit des entrepreneurs. Ils peuvent les financer, ils peuvent les conseiller sur la finance, pas du tout sur des jeux entrepreneuriaux pour la plupart. Tu as quelques bons accélérateurs, incubateurs et startup studios, mais qui allaient s'adresser à des entrepreneurs plus âgés ou d'autres typologies d'entrepreneurs. Nous, pour les 17-27 ans, qui avaient un profil que j'appelle builder, c'est-à-dire soit ils apprennent à coder, s'ils ont besoin d'apprendre à coder, soit ils savent déjà coder, ils sont ingénieurs et ils n'ont pas peur de faire tous les métiers dans leur boîte. Un builder, c'est quelqu'un qui sait construire son produit, le vendre en sales et après le distribuer en marketing. S'il maîtrise ces 3 choses-là, il est instoppable. Et nous, on se concentre là-dessus, on se concentre sur les jeunes builders. Donc, c'est plutôt des profils ingénieurs, très débrouillards, qui sont en général très énervés contre un problème qui les anime dans leur quotidien, dans leur histoire, et ils veulent passer les 10-15 prochaines années à créer la startup qui va résoudre ce problème. Des ingénieurs passionnés. Voilà. Et à quoi peut ressembler un peu leur programme, enfin leur journée à The Quest? C'est marrant, sur notre nouveau site qu'on vient de poster, on a fait une sorte d'agenda type un petit peu de ce qui se passe. Pour la plupart, j'ai l'impression qu'ils se lèvent entre 8 et 9 heures. Bon, petit déj, douche, voilà, tranquille. Je pense qu'ils vont commencer par créer du contenu pendant 1 heure, écrire un post LinkedIn, faire du personal branding, créer les carousels Insta ou TikTok dont ils ont besoin pour distribuer leurs produits l'après-midi. Après, je pense qu'ils vont faire une phase de justement prototypage, building, codage. Ils vont passer du temps sur améliorer leurs produits. Ensuite, ils vont manger. Nous, on leur conseille la stratégie Never Eat Alone. Toujours manger avec quelqu'un qui peut t'apprendre quelque chose, te mettre en relation avec quelqu'un. C'est une stratégie de networking très fonctionnelle. Et l'après-midi, on leur propose de faire du call pendant 1 heure à peu près. Ils vont continuer, mais de façon plus soft, peut-être pour faire ce qu'on appelle la recherche utilisateur, plus aller voir les clients qui sont déjà intéressés par leur solution et comprendre pourquoi ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, de l'interview utilisateur. Voilà. Et on arrive en fin de journée et là, on leur propose d'aller déjeuner avec leurs proches, de se détendre. Et en général, ils remettent une session de travail, ils font ce qu'ils veulent de 22h à minuit. C'est intense, très intense. Et ils peuvent rester combien de temps avec vous à The Quest? Il n'y a pas de temps défini. Nous, notre but, c'est qu'ils soient des entrepreneurs indépendants le plus vite possible. Ça passe par quoi? Ça passe par, en moyenne, 12 mois à nos côtés où en vrai, ils nous sollicitent tous les jours. Et nous, on doit être réactifs pour les aider. Au bout de 12 mois, si on a bien fait notre travail, en général, ils comprennent le marché dans lequel ils sont, ils comprennent leur persona client, ils comprennent le problème vécu par leur persona client, et ils ont une bonne solution, un bon SaaS ou une bonne app mobile, pas mal de revenus, et avec ce revenu, ils peuvent être indépendants, et en général, ils nous donnent moins l'heure. Ils ont beaucoup moins besoin de nous. Et quand ça se passe comme ça, c'est qu'on a très bien fait notre travail. Et est-ce qu'il y a certaines startups que des entrepreneurs que tu as accompagnés t'ont vraiment marqué plus que d'autres? Moi, j'ai pas de préféré.
J'ai pas de préféré, ce serait pas juste. Après, ce qui m'a marqué dernièrement, l'histoire de Sophia de Spectra m'a marqué parce que elle a émigré en France, je crois qu'elle vient du Maroc. Elle a fait 8 années d'études de médecine. Elle a décidé d'arrêter en 8e année en venant nous voir en nous disant j'ai étudié un sujet que les médecins n'étudient pas, donc ce qu'on appelle la spectroscopie Raman. Je pense qu'avec cette technologie, on peut rentrer dans un nouveau paradigme d'analyse du sang, beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus rapide. Et voir une entrepreneuse qui, en plus une femme, hein, qui en 8e année de médecine décide d'arrêter, donc techniquement drop-out, pour devenir entrepreneur et ne pas faire fructifier son diplôme de médecin, c'est impressionnant. L'histoire, elle marque et on l'a aussi, on lui a proposé de la financer, de l'accompagner parce qu'elle avait cette énergie. On s'est dit, on pense qu'elle va réussir. Et est-ce qu'il y a des startups qui n'ont pas du tout fonctionné, qui sont entrées dans The Quest et qui n'ont pas du tout fonctionné? Oui, depuis 4 ans et demi, je dirais qu'on a testé une quarantaine de projets. Et aujourd'hui, au portfolio des sociétés incorporées, dont la plupart sont en croissance, on a une vingtaine. Donc tu vois, on a un taux d'échec de 50% quand même. Et est-ce que vous avez identifié les principales causes de ces échecs? Il y a 2 causes principales d'échec des startups. Le premier, c'est ne pas build something people want. Parfois, ce que tu développes n'intéresse personne. La deuxième, c'est que parfois les choses marchent, mais les humains s'engueulent. Et donc, t'as un CEO et un CTO, et en fait, ils craquent un truc, ils ont des clients, mais ils sont pas d'accord sur la vision. On pense que les startups échouent parce qu'elles run out of cash, elles n'ont plus d'argent. C'est faux. Si tu fais quelque chose que le marché veut et que tu as une bonne équipe, tu trouveras des fonds, tu auras de l'argent. Ouais. Les startups ne meurent pas par manque d'argent, elles meurent pour d'autres raisons. Mais en fait, comment on arrive vraiment à identifier que notre produit apporte vraiment quelque chose au consommateur et que c'est vraiment ce que veut le consommateur? Parce que c'est un peu difficile de juger. Alors, je vais utiliser encore un anglicisme, ils vont me fumer dans les commentaires, mais les Américains disent « success is obvious ». En fait, quand tu bâtis quelque chose que les gens veulent, tu le ressens. Et en général, les entrepreneurs, ils viennent nous voir et disent « ouais, Blandy, là, j'ai compris, là, le marché répond ». Tu leur pitches ta solution, app mobile, SaaS, et les gens, ils t'écoutent. Et les Français, ils sont polis. Quand ils veulent pas, ils disent « ah ouais, c'est cool ». Le mot « cool », c'est un red flag, c'est warning. Par contre, quand les gens sont vraiment intéressés, ils sont comme ça, et ils te font « ma CB ». Où est-ce que je peux payer? Et on pense que pour valider, il faut que des VC nous donnent des fonds. Non, ça ne valide rien. Il faut des clients, des vrais clients sur un vrai marché qui te disent « voilà ma CB ». C'est pour ça que tu vois, le e-commerce, je trouve que c'est une très bonne école entrepreneuriale. C'est la distance la plus courte entre je comprends ce que c'est de recevoir une CB et d'avoir un client qui gueule au SAV. Quand tu vis ça, pour moi, tu commences à être dans le vrai entrepreneuriat. Success is obvious, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que build something people want, parfois les gens ils te donnent leur CB, mais c'est des anomalies. Ça ne définit pas une vraie rencontre entre une offre et une demande. Parfois ils t'aiment bien et en fait ils payent pour te soutenir, notamment tes proches. Et tout ça, ça peut fausser ta vision et ta clairvoyance. Et success is obvious, ça veut dire que là tu es enseveli sous des gens qui veulent te donner leur CB. Et quand tu le vis, c'est obvious, par définition. Et est-ce que c'est possible que des entrepreneurs viennent vous voir et que vous amélioriez leurs produits? Tout le temps. Nous, à chaque fois, quasiment dans 90% des cas, quand on accepte un entrepreneur, il n'a pas encore de prototype, pas encore de revenus. En général, on accepte des humains, donc on est séduit par c'est la flamme dont je vous parlais, l'humain. On est séduit par sa conviction pour résoudre le problème qu'il veut résoudre. Et ça nous suffit pour être accepté dans The Quest. Mais dans 90% du temps, on les fait pivoter. Parce qu'en fait, l'intention est bonne, mais leur conviction sur le problème et comment résoudre le problème est erronée. Et donc, on les fait itérer, on leur met un stress test qui est désagréable, mais tu dois passer quand tu es entrepreneur. Et les 6 premiers mois, on pivote à peu près tous les mois. Okay. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le volume de pivot et le succès final. Tu as aussi parlé de l'utilisation des réseaux sociaux un peu pour tester les produits, etc. Est-ce que tu peux un peu développer comment ça marche exactement le fait d'utiliser par exemple TikTok pour avoir des retours sur son produit? TikTok, c'est incroyable parce que moi, je trouve que c'est l'outil, alors d'un point de vue éducationnel, addiction, on en pense ce qu'on veut. Moi, d'un point de vue entrepreneurial, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le pont entre l'offre et la demande, j'ai l'impression, le plus court de l'histoire de l'humanité. On pensait avoir identifié le problème que les couples modernes manquaient de quality time. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir créer une sorte de WhatsApp
qui allait améliorer le quality time de ces couples-là. La question, c'est est-ce que plus d'1 million de personnes, de couples, ont ce problème-là? Et on était sur TikTok, tu peux faire, je sais pas, ça peut être un carrousel de questions profondes en disant en première preview, ça va être 5 questions profondes mais dérangeantes que tu devrais poser à ton copain pour mieux connecter avec lui. Si ton TikTok il part viral, tu as confirmé qu'il y avait des milliers ou des millions de personnes qui sont intéressées par des questions profondes, seraient intéressées par une application qui serait une sorte de WhatsApp du quality time. Donc en fait, tu as une réponse en 24 heures. Okay. Bah, c'est super intéressant et ça montre qu'en fait, TikTok, c'est pas si néfaste que ça pour tout le monde. Non, et alors il y a aussi, on ne le fait pas forcément avec nos comptes perso. On va créer un compte avec un nom organique qui va être Quality Time Questions. Okay. Et on va distribuer comme ça. Et donc, tous les jours, tu peux tester des comptes anonymes, organiques, qu'on appelle faceless, et tester la demande sur le marché. Je voulais savoir un peu quel était le business model de The Quest. Ouais, ben, comme je t'ai dit, on est un programme entrepreneurial assez transverse. Donc, on a un fonds d'investissement qui s'appelle The Quest Hippodrome, auquel nous, on lève de l'argent auprès de Business Angel et de LPs pour après pouvoir le redéployer à des jeunes builders. Donc contre ça, on prend de l'equity, on prend des parts. Et après, pour le QG, les voyages, notre équipe, tout ça pareil, c'est un programme contre lequel on prend de l'equity. Donc on a du capital financier, du capital humain, et dans les deux cas, on prend de l'equity. J'avais une question par rapport au profil type des builders dropout que vous allez rechercher. C'est quoi les besoins que vous avez identifiés chez eux? On en sélectionne entre 7 et 10 par an. Donc tu vois, le format, c'est l'école Montessori, c'est très personnalisé. C'est des animaux rares qui ont une certaine exigence d'eux-mêmes et qui ont besoin de ce suivi personnalisé déjà. Ensuite, ils ont un sujet de nous dire, partout où je vais, la culture n'est pas assez ambitieuse. Je me retrouve avec des gens assez scolaires, pas assez pirates. Et donc nous, on a une nécessité, à avoir un filtre à l'entrée, de n'accepter que des pirates et des gens qui ont envie de manger le monde. Pour certains, soit ils ont déjà arrêté leurs études, mais ils vivent dans des tout petits apparts, ce qui n'est pas mal au demeurant. Mais nous, on leur dit, pour être un bon entrepreneur, il faut à minima bien manger, avoir un bon lit, un bon setup, un bon siège, un bon ordi. C'est pour ça qu'on leur délivre cette bourse de 100 000 €, qui est un chèque précis, mais qui est ultra frugal. Ça se crame très rapidement. Mais c'est de l'argent qui leur permet soit d'arrêter les études parce qu'ils sont très malheureux, soit, pour ceux qui ont déjà arrêté, de pouvoir payer les factures et pendant 12-18 mois, réellement se concentrer à 100% sur ce projet qui leur tient à cœur sans avoir à faire du freelance à côté, ce qui est défocus et qui réduit tes chances de succès. Je dirais que c'est les 3 grands besoins qu'ils ont. Une bonne communauté, un petit chèque que j'appelle un chèque de frugalité, parce qu'il n'est pas grand, même si 5 000 €, ça peut paraître impressionnant, mais ça ne l'est pas, et un suivi personnalisé. Et vous avez également évoqué un voyage, il me semble, à San Francisco, c'est cela, oui, que vous allez, on va dire, organiser pour l'ensemble, on va dire, des profils qui vont être retenus. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur ce que ça va leur apporter un tel voyage? Le niveau d'ambition en France est capé par notre chauvinisme. C'est-à-dire que quand tu es un étudiant et que tu démarres un projet entrepreneurial, tu as envie d'abord d'être connu dans ta ville. Et après, tu te dis, si j'arrive à faire le leader français, c'est incroyable. Sauf que la France, c'est tout petit, notamment en termes de marché. Et ce qui définit une startup, c'est sa répétabilité et sa scalabilité, sa capacité à aller à l'international le plus rapidement possible. De mon expérience, si tu démarres en parlant en interne français avec tes équipes, si tu te focuses sur le marché français, en fait, tu ne feras qu'une entreprise franco-française, donc pas une startup, une PME tech, si tu veux. Nous, les envoyer à San Francisco, ça leur montre déjà qu'à l'instant T, ils ne se rendent pas compte, mais que sur le problème qu'ils attaquent, il y a des centaines d'équipes partout dans le monde, beaucoup plus énervées qu'eux, qui travaillent beaucoup plus qu'eux, qui sont en concurrence. Et qui, eux, le font en anglais, sur un marché 10 fois plus grand, et veulent prendre l'international. Une fois qu'ils auront pris l'Amérique, ils prendront l'Europe, etc. Donc ça leur met une petite baffe d'ambition. Et après, en général, ils reviennent. Là, on arbitre avec eux, est-ce qu'ils ont envie de partir vivre à San Francisco ou rester ici. Mais à minima, faire un produit sur TikTok, le faire en anglais. Et bref, faire une vraie startup internationale. En général, c'est ça que ça crée. Je suis explicitement subversif avec les incubateurs français où je leur tape dessus. Mais parce que quand je dis que je les trouve pas bons, c'est que
je n'ai vu aucun incubateur dire ça à ces entrepreneurs. Du coup, vous dites que le marché français est trop petit. Est-ce que vous envisagez de faire venir des entrepreneurs d'autres pays? J'espère un jour. Pour l'instant, on est concentré sur la France. Trouver 10 jeunes builders ambitieux avec le niveau de standard qu'on a chaque année, c'est pas facile. Mais si on arrive à le faire quelques années d'affilée, j'aimerais bien qu'on franchise The Quest ou de le mettre en marque blanche pour d'autres pays. Tu prends des pays slaves, par exemple. Je pense qu'il y a un terreau fertile de jeunes entrepreneurs qui ont la dalle, qui ont les crocs, qui mériteraient qu'on les finance et qu'on les accompagne de la bonne manière. Donc j'aimerais beaucoup pour ce genre de pays. Je pense qu'il y a des choses à faire. Mais pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Et est-ce que, à part étendre le côté international des entrepreneurs, vous avez d'autres axes d'amélioration avec The Quest? Oui, déjà depuis bientôt 5 ans que je fais ce métier, même si je trouve que de l'année 1 à l'année 3, on a construit une dizaine de startups. On faisait des plus petits volumes avant, on faisait 3 startups par an. Et en créant une dizaine de startups, on faisait 5 tests par an, mais à la fin, il en a resté 9, plus exactement. Avec 9 startups, on est passé au cumulé de 0 à 10 millions d'euros de revenus récurrents annuels, ARR. Si je trouve un incubateur, startup studio, accélérateur qui a ces performances-là, tu m'appelles. Donc on a peut-être eu de la chance, mais je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie et de santé. Mais chaque année, j'ai quand même eu l'impression qu'on faisait mieux notre travail que l'année précédente. Ce que j'aimerais probablement qu'on améliore dans 1 ou 2 ans, c'est passer à 20. Okay. Mais pour ça, il faut qu'on améliore notre capacité de détection de talent, notre capacité à plus lever des fonds pour pouvoir plus financer. Parce que 10 chèques de 100 000 euros, ça nous demande de lever 1 million d'euros par an. Si on en fait 20, il va falloir lever 2 millions d'euros par an. Il y a des petits paramètres à améliorer, mais je trouve que chaque année, en fait, de façon incrémentale, on a essayé d'étoffer l'équipe. Donc chaque année, on se dit, OK, où est-ce qu'on est encore un peu light? Et comme tout entrepreneur, on se dit, allez, on comble les trous dans le mur avec de l'enduit. Voilà. Et maintenant, vous avez le programme VC Scout. Ouais. Mais avant, comment vous faisiez pour détecter des entrepreneurs? On a toujours eu du bouche à oreille, des jeunes entrepreneurs qu'on accompagne. Ils voient vite lesquels sont comme eux. Et ceux qui sont comme eux, soit ils essaient de les attirer en tant que cofondateurs, soit ils nous les recommandent. On a toujours été présent sur Insta et LinkedIn un peu. Il faut qu'on accélère, mais voilà. Là, on a lancé une chaîne YouTube, on a lancé le programme VC Scout. Et très concrètement, il faut qu'on accélère. Et on a toujours fait des conférences dans les écoles, même si là, on a décidé d'accélérer cette année. Et ce qui est assez marrant, c'est que ta question, elle est assez symptomatique de ce que peuvent se demander les jeunes entrepreneurs quand ils ont une startup. En fait, quand tu as trouvé un canal d'acquisition, en général, tu en as 1 ou 2 maximum. Ouais. Le sujet, c'est pas de chercher à diversifier, d'en trouver d'autres. Le sujet, c'est d'appuyer beaucoup plus fort, avec plus d'intensité, plus de volume, jouer un numbers game sur ceux qui fonctionnent. Et le programme commence à partir de 17 ans. Est-ce que vous pensez que ça peut créer des difficultés pour eux de commencer si jeunes? Alors, c'est une très bonne question et tu as raison et on s'est posé la question. Il faut comprendre que les entrepreneurs de 17 ans qu'on accepte et qu'on finance chez The Quest, mentalement, ils ont une maturité qui n'est pas celle de gens de 17 ans. À chaque fois, déjà, il faut passer devant un tribunal pour arriver à les émanciper. On ne le fait uniquement si c'est eux qui font la demande. Nous, on n'encourage personne ni à arrêter les études, ni à s'émanciper. On ne le fait que si l'intention vient d'eux. Si à 17 ans, tu es en capacité de convaincre tes parents d'arrêter ses études pour devenir entrepreneur, c'est que tu mérites de devenir entrepreneur. C'est un stress test en fait, assez organique et naturel. Qu'est-ce qui vous a fait globalement pivoter de votre profil, on va dire, de serial entrepreneur à une structure d'accompagnement justement pour d'autres entrepreneurs? Bon, serial entrepreneur, j'avais fait 2 boîtes, donc une plantée et la deuxième, je l'ai revendue, mais on ne parle pas de millions d'euros, hein. On parle de centaines de milliers d'euros, ce qui était très bien parce que j'avais 22 ans. Je n'étais pas du tout un serial entrepreneur. D'ailleurs, j'avais besoin d'apprendre et j'étais très seul. Et donc, j'ai rencontré Oussama qui m'a dit « Viens chez The Family ». J'y ai passé 2 ans en tant qu'employé. J'étais employé à ce moment-là et j'ai énormément appris. C'est après où je me suis dit, j'avais dit à Oussama que je resterais 2 ans et que j'irais faire autre chose derrière. Et j'avais envie de créer une cour de récré où intellectuellement, je pouvais créer plusieurs entreprises chaque année. Le métier qu'on fait chez The Quest, c'est un très mauvais business model. Pour l'intensité qu'on y met, ce serait beaucoup plus intelligent de se concentrer sur un SaaS ou une app mobile dont on est propriétaire. On a un métier de fonds d'investissement qui, à court terme, paye très mal. En fait, on crée du patrimoine, on ne crée pas du cash flow. Mais en bref, c'est un très mauvais business. Moi, je l'ai fait par intérêt intellectuel, parce que l'argent m'intéresse beaucoup moins en fait, que la quête. D'accord. Voilà. On voit pas mal d'influenceurs qui font la promotion de Dubaï ouais. pour les startups. Ouais.
Moi, je mets pas de jugement de valeur sur Dubaï. Quand je rencontre des jeunes entrepreneurs, je leur donne 2 conseils qui sont des conseils en fait fondamentaux de principes premiers qui, s'ils les comprennent et les appliquent, vont littéralement changer la trajectoire de leur vie pour le meilleur. La première, c'est fais attention avec qui tu le fais. Si tu es ambitieux, ne reste pas avec des gens pas ambitieux. Et la deuxième question, c'est où tu le fais. C'est bizarre comme question, mais en fait, si tu veux faire des films, il faut aller à Hollywood. En fait, ça paraît assez trivial comme raisonnement. Si tu veux faire des startups, il faut passer par San Francisco. Tu n'es pas obligé d'y rester, mais il faut aller goûter. Je pense qu'à Dubaï, il y a de l'argent. Je pense que ça va bien se développer. Je pense que, petit Français qu'on est, on va finir par… quand on va commencer à voir que c'est le bordel ici et que Dubaï, en fait, ok, à la base, c'était la terre des influenceurs, mais en fait, il y a peut-être de plus en plus de gens intéressants qui y vont. On finira par mettre notre ego dans notre poche et nos jugements de valeur et peut-être qu'on ira, tu vois. Donc, je m'en fiche, en fait, de Dubaï. Et la question, en fait, c'est celle-ci la bonne question. C'est pour réussir au jeu où tu veux jouer, où faut-il être ?